Ça commence en général par quelqu'un qu'on voit à la consultation parce qu'il est envoyé par son médecin. Et il faut bien dire que souvent, il est encore inquiet parce qu'il est atteint d'une maladie grave qui l'affaiblit peu à peu. On lui a parlé d'une greffe et ça reste encore pour lui une aventure. Alors il arrive à la consultation et alors là, il est souvent surpris parce qu'il voit des gens qui sont à temps de leur tour d'être examinés aussi et qui ont l'air parfaits, en pleine santé et des joyeux lurons. Et je vois par exemple nos consultations cardiaques, ça les étonne toujours. Et parfois, il y en a un qui demande « Messieurs, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez l'air bien. » Quand on lui répond que ce sont des greffes cardiaques, bah, il n'en revient pas. Et déjà, il prend une grande confiance. Et quand on ouvre la porte, sa première question, souvent, c'est « Quand pourra-t-on faire la greffe ?» L'adhésion, déjà, est obtenue parce qu'il a vu le résultat tout de suite. On ne le fait pas exprès, mais c'est le meilleur moyen de montrer à quelqu'un que la greffe, ça marche, comme on dit. La transplantation, ça marche. Les progrès des techniques chirurgicales et des connaissances scientifiques en ont fait une pratique médicale éprouvée. Mais la résolution des écueils scientifiques et techniques a aussi posé des questions éthiques. Vous savez, le mot éthique a des sens est pris avec des sens très divers. L'opinion publique, en somme, l'éthique, ça remplace le mot moral. Le mot moral apparaît poussiéreux, désuet, plus personne n'en veut, n'est-ce pas? Alors le mot éthique, qui vient du grec par un détour américain, ça plaît beaucoup. En fait, le mot éthique a des sens très divers. Les philosophes grecs l'employaient surtout dans le sens science de la morale, puisque c'est plus ou moins dévié. Et finalement, la meilleure réponse d'éthique, c'est la relation de l'âme avec l'environnement. Alors, je crois que c'est dans ce sens-là que nous prenons, naturellement, le préfixe bioéthique qui fait que nous limitons aux problèmes posés par la biologie. À cette thérapie d'exception ne suffit plus la déontologie médicale, colloque singulier entre le médecin et le patient. L'élaboration de règles d'exception a été imposée par le troisième intervenant de l'opération, celui qui fait don d'un organe. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'est à la Noël 1952 que tout est apparu pour nous. Le 18 décembre de cette année-là, un jeune charpentier était tombé d'un échafaudage, s'était fait de multiples fractures et avait fait éclater son rein. Il avait été opéré par un chirurgien, ça se passait en province, qui avait trouvé un rein complètement détruit et qui s'était dit la seule chose à faire, c'est l'enlever. Mais après l'opération, le jeune homme avait cessé d'uriner. Il n'urinait plus une goutte. Et comme nous étions à Paris spécialisés à l'hôpital Necker dans le traitement de ce qu'on appelle l'anurie, l'absence d'urine, il nous l'envoie d'urgence. Et là, nous découvrons que ce garçon n'a plus de rein. C'est un enfant qui était né avec un seul rein, comme ça arrive une fois sur 1000, et ce rein, on venait de lui enlever. Il était donc perdu. La mère avait entendu dire que nous travaillions la greffe, et c'est vrai, nous travaillions sur la greffe, nous avions réalisé chez l'animal un certain nombre de greffes, et nous travaillions depuis une dizaine d'années les possibilités d'envisager la greffe chez l'homme, mais nous n'avions jamais fait. Elle se met à supplier qu'on essaye la greffe chez son enfant, dont elle sait qu'il est perdu, et c'est vraiment le premier problème très grave, comme vous imaginez, sur le plan éthique, très grave de savoir si on a le droit de prendre un rein à une mère pour sauver son enfant. Je me souviens d'une nuit où, avec mes collaborateurs, nous avons très longuement discuté et finalement, nous avons pensé que c'était peut-être moins acceptable sur le plan moral, moins acceptable de refuser à cette mère qui se repentirait toute sa vie que de tenter, étant donné qu'on peut parfaitement vivre avec un seul rein et que nous pensions, et c'est d'ailleurs ce qui s'est réalisé, que la mère n'aurait plus jamais aucun ennui du point de vue rénal. C'est dans la nuit de Noël que la transplantation eut lieu. Comme vous le savez peut-être, elle a semblé bien réussir, elle a bien réussi pendant un certain nombre de semaines. Hélas, nous n'en savions pas encore assez sur la greffe à ce moment-là, et au bout de quelques semaines, le rein s'est arrêté. Avec les moyens que nous avons à l'heure actuelle, c'est sûr que cet enfant serait à l'heure actuelle vivant.
Au-delà de la technique chirurgicale, les connaissances scientifiques dans le domaine du rejet des greffes ont donné les outils nécessaires à la survie du greffon dans son organisme d'accueil. En 1990, des milliers de greffes de par le monde se pratiquent. Comment ceci a-t-il pu être réalisé? Eh bien, c'est essentiellement par les progrès naturellement de la chirurgie et de l'asepsie, mais aussi par les progrès de l'immunologie concernant le rejet des greffes. Et dans ce domaine, j'ai pu, avec de nombreux volontaires, montrer par des greffes de peau qu'il y avait un certain nombre de lois de la transplantation humaine qui faisaient que par l'étude des groupes tissulaires des individus, on pouvait prédire la survie des greffes de peau. Et la description des groupes tissulaires HLA, qui s'est faite grâce à une collaboration internationale remarquable durant les 20 dernières années, a permis de préciser justement ces compatibilités tissulaires qui existent entre donneurs et receveurs. Alors en dehors du bon appariement sur le plan de l'histocompatibilité, c'est-à-dire des groupes tissulaires, on peut agir sur le rejet en essayant d'amoindrir les défenses immunologiques du receveur. Et ceci, historiquement, a été fait d'abord par les rayons X, ensuite par des sérums antilymphocytaires, puis est venue la grande découverte des immunosuppresseurs que sont la cyclosporine et maintenant un nouveau médicament qui agissent assez spécifiquement sur les lymphocytes T, c'est-à-dire les lymphocytes qui sont responsables essentiellement du rejet des organes. Alors, à partir du moment où, en 1962, on a eu des donneurs vivants volontaires qui voulaient donner un rein pour sauver quelqu'un qui était de leur famille, en général, même presque toujours de leur famille, et qui était en danger de mort. Le problème s'est posé, un nouveau problème plus précis encore que celui que je vous ai raconté. Le problème se posait de savoir dans quelle mesure nous avions le droit d'accepter ce don du donneur vivant, et surtout, dans quelle mesure nous ne devions pas nous assurer que ce don était parfaitement libre. Alors quand on a eu la possibilité technique de faire des greffes de reins prélevés après la mort, là, une autre catégorie de problèmes se sont posés. Nous en parlerons peut-être tout à l'heure. D'abord, le problème de la définition de la mort. Ce n'est pas tellement les greffes qui ont soulevé cette question, c'est la réanimation médicale. Vous savez ce que c'est que la réanimation médicale? C'est, je crois, notre groupe qui a créé à la fois le mot et les premières techniques. C'est un ensemble de techniques dans lesquelles, pendant les périodes critiques de maladies graves, le médecin prend en main les régulations internes de l'organisme qui sont désorganisées. Alors cette réanimation médicale, elle a eu une conséquence tout à fait inattendue, c'est qu'elle a changé la mort. Je me souviens d'un cas qui a peut-être été le premier cas pour moi et pour beaucoup, en France en tout cas, dans lequel est apparu ce problème. C'est un cas que nous avons publié en juillet 1959, il datait de 1958, une jeune fille de 17 ans, très belle, je me souviens, est traitée par son médecin et même ensuite par un autre hôpital pour une maladie apparemment très grave, avec des lésions pulmonaires, une septicémie extrêmement rebelle, et elle finit par tomber dans un coma profond. Et un peu désespérée, comme nous avions un des premiers services de réanimation médicale, cet hôpital nous envoie cette jeune fille, et nous trouvons une jeune fille qui est dans un coma complet, qui n'a pas la moindre réaction. Certes, elle a les techniques de réanimation médicale, c'est-à-dire qu'elle a une respiration grâce à un respirateur artificiel, son cœur continue à battre grâce à des moyens médicamenteux, mais elle est apparemment sans la moindre réaction. Et on ne trouve en particulier aucun réflexe. Alors j'ai fait venir un grand neurologue à ce moment-là en consultation. Il est venu sans tarder.
Il est resté peut-être 20 minutes ou davantage dans la chambre où était cette malheureuse jeune fille. Et je me souviendrai toujours de la scène qui a suivi. Il est sorti de la chambre, il a fermé la porte et il nous a dit « Je crois que cette jeune fille est morte depuis plusieurs jours ». Et ça a été on a pu démontrer qu'il avait raison, car on a fait une autopsie et on a vu que le cerveau de cette jeune fille était un cerveau analogue à celui qui existe plusieurs jours, quand on fait une autopsie, plusieurs jours après la mort. La mort cérébrale est un état qui survient lors d'une lésion intracrânienne, entraînant un arrêt de l'irrigation du cerveau et sa destruction consécutive. Lors de la rupture d'un vaisseau intracrânien, l'augmentation de volume qui en résulte provoque une surpression dans la boîte crânienne. En l'absence d'irrigation, le cerveau est irrémédiablement détruit en quelques minutes. Et en France, il y a eu une mesure législative qui a été prise avant l'existence du comité d'éthique par un sénateur qui s'appelle Caillavet, la loi Caillavet, qui permet le prélèvement d'organes aussitôt après la mort, en vue de la greffe, à condition que la personne concernée n'ait pas expressément indiqué son sentiment qu'elle ne permettait pas ce prélèvement. Alors, théoriquement, c'est très bien, puisque vous avez le droit de prélever. Vous imaginez qu'en pratique, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà un homme jeune qui, à la suite d'un accident d'auto, vient de mourir à 25 ans. Vous imaginez l'état de sa famille. À ce moment-là, l'idée que sans leur accord, on puisse prélever un organe, bon, n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. Et en pratique, si vous parlez aux responsables des centres de chirurgie ou de réanimation où sont conduits ces personnes qui viennent de mourir, l'expérience a montré qu'il fallait en parler à la famille. Naturellement, ce n'est pas simple. Si vous voulez, j'ai un problème à vous exposer. En effet, il se trouve actuellement dans la situation d'un donneur d'organes. En ce sens où son cœur et sa respiration sont maintenus artificiellement par les thérapeutiques et les appareils, et son cerveau est décédé, il est donc juridiquement décédé, et donc qui se trouve en position éventuelle d'être un donneur d'organes. Et ce principe du don gratuit est quelque chose qui nous paraît d'une importance considérable. C'est ça qui fait que dans une période où on ne parle que d'égoïsme, il y a là, dans la greffe, la preuve, et dans la transfusion sanguine, la preuve qu'il reste quand même des merveilles de solidarité entre les hommes. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux, encore plus précieux dans un siècle mouvementé comme le nôtre. La création de France Transplant, finalement, était partie d'une autre idée. À ce moment-là, le problème vénal n'était pas encore envisagé. Par contre, il était nécessaire que chaque malade reçoive un rein. À cette époque, il n'existait que la possibilité de transplanter des reins, reçoivent un rein le plus compatible possible. C'est pourquoi nous avons créé France Transplant, qui est un organisme dans lequel tous les malades en attente de transplantation sont inscrits sur une liste d'attente. C'est donc une solidarité, si vous voulez, entre tous les malades, d'une part, et entre toute la population en général, et qui fait que celui qui a besoin d'un organe a la garantie de recevoir le rein le plus compatible possible. Et puis ensuite, France Transplant a vu naître d'autres greffes d'organes, le cœur, le foie, le poumon. Et dans ces conditions-là, le couplage a été plus difficile parce qu'on on ne disposait pas du temps qu'on avait chez les receveurs de reins. Donc on a été obligé à ce moment-là de changer un peu l'état d'esprit de France Transplant et de diviser son activité dans les régions. Et on a créé 7 régions qui sont motivées pour recueillir les organes, puisqu'ils ont en général une priorité locale de distribution. En pratique, on demande surtout à France Transplant effectivement de s'assurer que tous les greffons recueillables sont effectivement recueillis, et ceci par une action au niveau dans les régions, par ce qu'on appelle les coordinateurs, qui sont des gens qui vont informer le public, qui vont informer les hôpitaux et les réanimations locales en leur demandant s'ils ont les moyens de réanimer et de maintenir en survie les organes d'une personne morte cérébralement.
Et deuxièmement, France Transplant, et ça son rôle essentiel, c'est de répartir équitablement les greffons, puisque d'un autre côté, il a la liste de ceux qui attendent. France Transplant est une structure opérationnelle, dont l'organisation repose sur des principes éthiques. Il existe un relais entre les problèmes éthiques que pose la science et le citoyen. C'est une initiative qui vient de la présidence de la République en 1983. Il y a eu un décret présidentiel créant le comité, je vais vous donner le nom complet, consultatif national d'éthique des sciences de la vie et de la santé. Ceci est important car il s'agit des problèmes éthiques posés par les progrès de la recherche biologique et médicale et pas du tout de la déontologie qui, elle, appartient au Conseil de l'Ordre. C'est-à-dire quand, par exemple, on me dit « qu'est-ce que vous pensez d'euthanasie ?» J'ai une idée personnelle. Ça ne regarde pas le comité d'éthique, c'est pas de la recherche. Nous, c'est... En revanche, tous ceux qui font l'objet de votre étude, à savoir tout ce qui tourne autour des greffes et transplantations d'organes, là c'est nouveau, ça n'arrête pas de poser des problèmes d'éthique et le comité national d'éthique se penche souvent sur ce genre de questions. D'abord, comment est-il composé, n'est-ce pas? Il a comme caractéristique d'être national, donc il y a des membres parisiens et provinciaux, il y a des personnes des deux sexes, et ces membres sont en gros, pour une part, des médecins et des biologistes, et pour une autre part, des personnes qui ne sont pas médecins et pas biologistes, c'est-à-dire des représentants des différentes familles spirituelles, catholiques, protestantes, israélites, musulmanes, des juristes, des légistes, des philosophes, des sociologues, des représentants d'associations familiales, des représentants du Parlement, l'Assemblée nationale et Sénat. Alors le comité en gros a deux sortes d'activités. Premièrement, il répond aux questions que lui posent les ministres, les parlementaires, tous citoyens. Et puis il y a une deuxième activité qui est l'étude de problèmes généraux. Par exemple, nous avons, il y a 2 ans, écrit un rapport sur la personne. Le comité n'a pas de pouvoir. L'adjectif consultatif est dans son titre, et je crois que c'est excellent. Il n'a que le pouvoir que lui donne la sagesse éventuelle de ses avis, n'est-ce pas? Mais je crois que c'est beaucoup mieux. Alors, vous pourriez me demander quelles sont les conséquences de ces avis du comité. Les résultats les plus constamment heureux sont du côté des magistrats. Les magistrats sont souvent très troublés par des problèmes d'éthique. Je peux vous en citer un qui concerne votre sujet, qui peut-être serait venu plus tard dans notre conversation, c'est la greffe de tissus de fœtus. N'est-ce pas? L'histoire est la suivante. Un très éminent chercheur lyonnais, notre collègue le professeur Touraine, avait à traiter des très graves déficits immunitaires des nouveau-nés. Il y a des enfants qui naissent sans aucune défense. On les voit quelquefois à la télévision dans des bulles, ils vivent quelques mois puis ils meurent. Et Touraine avait eu l'idée de les traiter par la greffe de foie de fœtus mort qui contient des cellules actives capables de fabriquer des défenses. Il a été attaqué devant un tribunal lyonnais par des personnes, disons qu'on pourrait peut-être appeler intégristes, mais des religieux qui de façon, peut-être à mon avis, il n'a pas tout à fait tort, pensaient que ça donnerait bonne conscience aux gens qui font des avortements spontanés provoqués, et dire, vous voyez bien, ça sert à quelque chose, n'est-ce pas? Et alors, Touraine a été attaqué devant un tribunal de Lyon, et vous imaginez l'embarras des magistrats lyonnais. Alors, ils ont consulté le comité d'éthique, qui, après étude, a considéré qu'il y avait 3 cas. Premier cas, c'est pour sauver la vie d'un enfant qui va mourir. Alors vraiment, là, il faut dire oui, sans discussion. Le fœtus, lui, est déjà mort, n'est-ce pas? Deuxième cas, et nous l'avons appris avec tristesse, beaucoup de firmes se servent de tissus de fœtus morts pour fabriquer des pommades, des crèmes, des produits de beauté, des onguents. Ça, c'est pas convenable. Troisième cas, c'est une recherche en cours. Ainsi, certains de nos collègues de Bordeaux proposaient de traiter le diabète, certains diabètes de l'enfant par la greffe de pancréas, le fœtus mort. Eh bien, un comité d'éthique dira c'est bien ou c'est pas bien. Les magistrats de Lyon nous ont suivis et le professeur Touraine a été relaxé, n'est-ce pas? Un très éminent philosophe a écrit il y a quelques années un livre d'ailleurs très remarquable qui s'appelait L'ordre cannibale, dans lequel il accusait les médecins d'être des cannibales, enfin c'est une forme imagée naturellement, à propos des greffes d'organes. Eh bien la réponse est, l'ordre cannibale est un ordre temporaire, n'est-ce pas? Il est sûr que les greffes de tissus et d'organes sont une période très utile, très heureuse de l'histoire de la médecine, mais une période seulement. Donc peut-être qu'on progressera, et moi je suis persuadé que si vous et moi sommes rapides d'où nous serons dans 200 ans, et si nous avons encore cette interview, la quasi-totalité des indications des greffes aura disparu. Il y en a encore bien pour une bonne centaine d'années.